Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette troisième après-midi de la semaine de la fête. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille cet après-midi. Cathy Janka, donc je travaille pour le pôle d'expertise intérieure en formation à distance et je vais avoir le loisir d'introduire notre équipe du Cégep de Gaspésie et des Îles aujourd'hui. Mais dans un premier temps, je commencerai très rapidement par vous demander, on est à la moitié de la semaine de la fête et des activités qui se déroulent. Je me questionne un peu sur si vous avez participé à d'autres activités. C'est quoi l'émotion qui domine en arrivant ce midi par rapport à tout ça? Donc, sentez-vous bien à l'aise de nous répondre dans le clavardage ou bien dans le mur collaboratif. Vous le savez peut-être déjà, c'est une activité en asynchrone qu'on propose, que nous allons utiliser en fait à la fin de la semaine, donc vendredi, pour pouvoir faire un petit résumé, une petite cartographie des enjeux et solutions en formation à distance. Donc, je vous invite à y contribuer, mais peut-être aussi à vous questionner par rapport à la thématique qu'on va aborder avec Danka et Isabelle. Donc, la conférence de cet après-midi s'appelle FAD au Cégep donc de la Gaspésie et des îles, équilibré développement et continuité. Donc, peut-être ça peut être intéressant de commencer à vous questionner sur c'est quoi, vous, votre gestion des programmes, c'est quoi les enjeux que vous vivez de votre côté, puis comment peut-être Danka et Isabelle vont pouvoir vous aider par leur propre stratégie à y répondre. Je me permets donc de les inviter tout de suite au devant de la scène virtuelle. Donc, Danka Cormier, qui est directrice adjointe des études, programme et développement pédagogique au Cégep donc, de Gaspésie-des-Îles depuis 2019. Elle a auparavant occupé les fonctions de conseillère pédagogique à la formation continue, mais elle a aussi assuré l'intérim de la direction de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Bonjour Danka. Bonjour. J'accueille également Isabelle Jalbert, qui est directrice des ressources informationnelles au Cégep de Gaspésie-des-Îles et qui est directrice des finances par intérim depuis février 2025. Elle est présente au sein de l'établissement depuis plusieurs années et elle a développé une expertise diversifiée en formation à distance. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. Alors, juste avant de vous céder la parole, je rappelle que nous avons Charlotte, ma collègue, qui va prendre en note dans le clavardage vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions pendant la rencontre. On va y répondre à la fin de la conférence. Merci beaucoup à Danka et Isabelle d'avance et bonne conférence. Merci. Merci. Donc, je vais commencer le partage. Et voilà. Donc, comme Cathy le mentionnait, Danka Cormier, directrice adjointe des études, ma collègue Isabelle Jalbert, on va se partager cette présentation-là cet après-midi. Avertissement, c'est une présentation qu'on avait déjà fait au rendez-vous des partenaires du FASIO en 2023, à l'automne 2023 ou 2022. Mais où est-ce que ça va nous permettre, ça nous a permis à nous aussi de voir que le titre équilibré développement et continuité, mais il est toujours d'actualité. On a continué de faire du développement, mais on a continué. Donc, on va commencer ça comme ça. Premièrement, ben, qui nous sommes? On est le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Il y a peut-être des gens autour de l'écran qui ne nous connaissent pas. Souvent, on dit que notre mission est dans notre nom. Donc, Gaspésie et les Îles, on est le Cégep d'une grande région. On va vous parler de formation à distance aujourd'hui parce que le Cégep de la Gaspésie et des Îles mais se répartit sur trois campus et une école nationale. Sur 2 fuseaux horaires, là. Donc, la formation à distance, pour nous, ça a été une façon, il y a longtemps déjà, de maintenir notre carte de programme. Puis, vous allez voir aussi, j'en parle ici, puis on va en parler tout le long. Ça nous permet surtout de continuer d'offrir des programmes aux jeunes Gaspésiens, Gaspésiennes, Madelinots, Madeliniennes dans les campus du Cégep, donc à proximité. Voici qui nous sommes. Puis, je vais laisser Isabelle prendre le micro pour les prochaines diapositives. C'est bon. Ben, écoutez, dans qu'elle l'a dit d'entrée de jeu, là, donc par notre territoire, on a, je voudrais dire, sans être obligé, mais on a embarqué rapidement dans le dossier de la formation à distance pour toute l'accessibilité de la formation aux jeunes Gaspésiens, jeunes Maguinots.
Et ça fait quand même, je dirais, depuis les dernières années, bon, le FADIO et le pôle et ainsi de suite, on entend beaucoup plus de parler de formation à distance. Mais je vous dirais qu'au cégep, je serais curieuse de savoir qui autour savent depuis combien d'années on fait de la FAD là, au cégep de la Gaspésie-des-Îles. Selon moi, il y en a qui étaient peut-être même pas encore dans le réseau de l'éducation quand on a commencé, mais écoutez, ça fait plus de 25 ans qu'on fait de la FAD là, au cégep de la Gaspésie-des-Îles. On a commencé en aquaculture là, au centre qui s'appelait à l'époque le centre spécialisé des pêches, qui est maintenant l'École nationale au niveau des pêches et de l'aquaculture. On avait des formations à donner avec le campus de Petit-Aigras en Nouvelle-Écosse. Donc, on n'était pas du tout dans les mêmes, je vous dirais, stratégies d'enseignement ou support technopédagogique. Donc, je pense qu'on a vu une belle évolution dans les dernières années de tout ce qui était disponible pour les enseignants. Mais je dirais, au cours de 25 ans, on a eu quand même beaucoup de défis et des obstacles à surmonter. Puis, je pense que, comme Danica disait, pour arriver à un certain équilibre et un développement de la formation à distance. Donc, c'est un peu l'historique. Comme je vous disais, là, 25-26, on a beaucoup de programmes. On a une carte de programme quand même assez exhaustive au cégep qui est répartie, on disait, dans 4 campus. Donc, on parle de 15 programmes qui sont offerts en formation à distance, tous avec des approches différentes. Là. Donc, même le vocabulaire de la formation à distance a évolué au cours des années. Donc, on parle de multisites, de comodal, de téléenseignement, toujours avec une flexibilité, puis je le disais tantôt, c'est aussi une stabilité pour avoir une accessibilité de la formation, une stabilité dans notre cadre de programme. Donc, on a subi vraiment des multiples adaptations constantes, technologiques. Bon, moi, là, je vais parler un peu plus à terme de DRI, donc les outils mis à la disposition dans nos salles de téléenseignement, la configuration de nos salles de téléenseignement, tout ça a évolué dans le temps. Danica et son équipe, on va vous parler un peu tantôt aussi également, mais c'est toutes les approches pédagogiques, le support technopédagogique qu'on a mis à la disposition des équipes enseignantes. Donc, je pense que dans 25 ans d'essais de tout ça, ça nous a permis vraiment de développer une expertise puis d'apprendre aussi. Là. Donc, c'est un peu ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, on va vous présenter aujourd'hui notre portrait de nos programmes, l'historique des mesures de soutien et d'accompagnement, puis on va vous parler de la situation actuelle, puis on va terminer ce qu'on entrevoit pour l'avenir. Donc, le portrait, quand je disais, là, quand on a présenté il y a 3 ans cette présentation-là, on a fait l'actualisation. Là. C'est toujours, tu sais, comme s'asseoir puis porter un regard sur ce qu'on fait. Pour la rentrée 2025-2026, pour vous mettre en perspective, on est un cégep d'autour de 1150 étudiants à l'enseignement régulier. Donc, ça vous donne réparti sur nos 4 campus. Là-dessus, ben, on en a 367 qui sont répartis dans nos programmes en formation à distance. C'est-à-dire qu'on a un peu plus de 30 de nos étudiants qui sont des étudiants en formation à distance. À l'hiver 25, parce que là, comme on est dans les semaines, là, ceux qui sont dans les cégeps savent, là, on n'a pas fait le recensement de nos étudiants de la session d'hiver 26, mais à hiver 25 et automne 25, on avait 16 cours qu'on offrait par l'intermédiaire d'un cégep virtuel et 19 pour l'automne 25 pour 679 inscriptions cours. C'est un peu l'équivalent d'une centaine d'étudiants, ça, là, quand on le distribue, là. Puis on a autour de 180 étudiants et étudiantes dans nos AEC aussi qui sont dans des programmes en formation à distance. Ça, c'est réparti dans 9 programmes de DEC, 6 programmes d'AEC, puis autour, c'est ça, là, d'une quarantaine de cours par cégep virtuel. On a 81 enseignants. Pour vous dire, on est autour du régulier, là, Isabelle pourra me corriger, là, mais je pense qu'on est autour de 225 ETC c'est-à-dire équivalent temps complet, mais là-dessus, on a 81 enseignants-enseignantes qui enseignent un ou plusieurs cours en formation à distance. Puis, comme on le disait au début, on a à peu près tous les modèles qui peuvent exister selon les programmes. Puis tout ça, sur 2 fuseaux horaires, parce que notre campus des Îles-de-la-Madeleine, mais on est à 1 heure de décalage. C'est notre carte de programme ici. Toutes les fois, là, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, là, mais toutes les fois qu'il y a un petit... Ça veut dire que c'est un campus émetteur de quelque chose. Donc,
On voit là, on va les passer un par un, mais c'est notre carte de programme avec nos programmes à distance. C'est tiré directement de notre prospectus de l'année 25-26. Donc, c'est la réalité vraie de ce qu'on a à faire à nos potentiels étudiants pour cette année ici. Là, on va passer l'ensemble des programmes qu'on offre en formation à distance. On est un cégep un peu, je pense qu'il faut être un peu fou ou un peu croire en sa mission. On donne le DEC en soins infirmiers en formation à distance, le DEC complet. Vous allez voir, quand on a mis cette espèce de croix-là, c'est le campus émetteur. Puis quand il y a une croix comme ça veut dire qu'on a des étudiants en présence dans ce campus-là. Donc, d'une année à l'autre, on offre toujours le DEC à partir de Gaspé vers Carleton-sur-Mer. Et dépendant des années, on alterne pour l'offrir soit aux Îles-de-la-Madeleine, soit au campus de l'EPAC ou à l'hôpital de Chandler dans la MRC du Rocher-Percé. Mais c'est des choix qu'on fait. Mais pour ce qui est du campus de Carleton-sur-Mer, fait qu'on peut avoir à peu près 2 tiers, 1 tiers des étudiants et 2 tiers à Gaspé, puis le tiers à Carleton. On est alors en téléenseignement classe à classe synchrone. Le DEC en technique informatique, on l'a offert beaucoup en téléenseignement en cubicule, c'est-à-dire des étudiants qui pouvaient s'installer dans un petit local dans un de nos campus. On offre encore cette alternative-là, mais le DEC en informatique, encore là, émetteur campus de Gaspé, on l'offre en multisite, c'est-à-dire à la grandeur de la province de Québec. Un étudiant pourrait l'étudier à partir de chez lui. C'est encore là en mode synchrone. Technique juridique, on est au campus de Carleton-sur-Mer. Des étudiants au campus de Carleton-sur-Mer va en multisite pour l'ensemble de la province de Québec. Et ensuite de ça, dans ce cas-là, il y a une partie qui est en asynchrone. On offre le modèle typique iFlex, c'est-à-dire avec des périodes synchrones puis des périodes asynchrones que les étudiants et étudiantes peuvent écouter, participer, mais selon leur horaire. Technique d'administration et gestion, puis là, c'est là qu'on voit qu'on commence à être utiliser le mot français funky un peu. Technique d'administration et gestion, on offre le DEC complet. À partir le campus de Gaspé a un modèle plus conventionnel offert en présence, mais c'est là qu'on accueille nos étudiants internationaux. Mais au campus des Îles-de-la-Madeleine et au campus de Carleton-sur-Mer, on offre la formule multisite, mais c'est selon un prorata, on se divise le nombre d'étudiants à distance. Dans ce cas-ci, on est dans un mode, le mode synchrone, et où l'étudiant peut choisir de l'écouter dans un asynchrone qu'on dirait en différé, c'est-à-dire il y a accès aux enregistrements des cours auxquels il n'y aurait pas assisté en synchrone. Archives médicales, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était un programme qu'on offrait en téléenseignement en collaboration avec le Cégep de Limoilou. Puis on était allé un peu au bout de la formule. Là, on avait de moins en moins d'étudiants au Cégep de Limoilou. On était en classe à classe. Fait que depuis, on est à notre 2e année où est-ce que la formule qu'on offre, c'est encore là, c'est un multisite synchrone. Donc, à partir du campus de Gaspé et ou à partir de la maison pour les étudiants. Et là, on va commencer à tomber dans dans ce qu'on fait. C'est c'est probablement le programme qu'on enseigne, qu'on a vu tout à l'heure, là, technique d'aquaculture, là, depuis plus de 25 ans qu'on offre le programme de technique d'aquaculture en formation à distance. On se rappelle, technique d'aquaculture avec du vivant, donc avec des sorties en mer, avec des laboratoires, avec des bassins. Lui, on offre, si on y va d'un point de vue de programme, à l'intérieur de la même classe, on peut avoir des étudiants qui sont inscrits au DEC en un module ou en AEC, dépendant on les rassemble ensemble. Puis, les étudiants, ils peuvent être à l'École des pêches d'aquaculture à Grande-Rivière ou un peu partout en province. Et même à l'extérieur de la province de Québec, dans ce cas-là, on a eu des étudiants du Nouveau-Brunswick, entre autres. Et cette formule-là, on dirait pour y aller rapidement, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers.
un tiers qui est en FAD synchrone, un tiers qui est en FAD asynchrone, puis un tiers en présentiel, c'est-à-dire, dans ce cas-là, on fait venir les étudiants là, à raison d'1, 2 ou 3 semaines par session, dépendant là, du module de l'AEC ou de où est-ce qu'ils en sont, à Grande-Rivière, pour faire les parties des choses qui doivent essentiellement se faire en présentiel. C'est une façon rapide de le dire, là, il y a plusieurs nuances à travers tout ça, vous comprendrez. On donnait le DEC en sciences humaines à partir du campus des Îles-de-la-Madeleine vers l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. On avait certains étudiants, ça permettait aux étudiants de la MRC du Rocher-Percé de pouvoir faire leur DEC en sciences humaines à l'École des pêches. La formule a eu son temps, puis là, elle avait moins de succès. Vous allez voir tout à l'heure, on a une nouvelle formule à proposer pour notre DEC en sciences humaines. On le disait, on est un très gros cégep partenaire d'un cégep virtuel. Là. On a vu, on a une quarantaine de cours par année offerts à cégep virtuel. Dans nos AEC, l'AEC en éducation spécialisée, c'est probablement le seul. Je disais, on a toujours une formule avec des étudiants en présence. L'AEC en éducation spécialisée, elle, c'est une formule multisite 100% à distance. Donc, les enseignants sont aussi, officiellement, c'est le campus de Carleton qui est le campus émetteur, mais les enseignants sont également un peu partout répartis sur le territoire. On donne l'AEC en soins infirmiers destiné aux étudiantes et aux étudiants étrangers. Là. Donc, lui, on l'a fait à partir de Gaspé vers Carleton, vers l'École des pêches et aussi vers Sainte-Anne-des-Monts, où est-ce qu'on n'a pas de campus, mais où est-ce qu'on a fait des ententes avec l'hôpital, entre autres, de Sainte-Anne-des-Monts. L'AEC en maintenance d'éoliennes, celle-là, c'est un AEC où est-ce que la première partie, on est en AEC, donc des blocs plutôt que des sessions. Première partie, le premier bloc se fait à distance et on les fait venir à Gaspé pour des blocs plus substantiels plutôt que d'être une semaine dispersée, mais c'est des blocs un peu plus substantiels de quelques semaines. Et en projet, parce qu'en plus d'avoir tout ça, on décide toujours d'avoir des projets. À partir de 26-27, offerts au SRAC dès maintenant, jusqu'au 1er mars et après, on expérimente d'offrir la FAD en FAD multisite, le programme de sciences humaines, donc un programme préuniversitaire en multisite. Puis, je pense qu'on est un des premiers cégeps. Pour le cégep public, on est le premier. Il y a peut-être des cégeps, des collèges privés qui l'offrent. Puis ensuite de ça, tantôt, on parlait d'aquaculture. Donc, un peu le même modèle on a fait changer le nom d'un programme au ministère de l'Enseignement supérieur. Le programme qui était autrefois connu par Technologie de la transformation des produits aquatiques s'appellera dorénavant Technologie bioalimentaire aquatique. Et lui, tout le même modèle que ce qu'on avait tout à l'heure en aquaculture, on y ajoute la formation générale en commodale aussi parce que présentement, la formation générale est beaucoup assumée par cégep virtuel ou cégep à distance dans la plupart de nos programmes de DEC. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a comme programme au cégep de la Gaspésie des Îles. C'est 32 programmes, si on calcule 17 officiellement différents, là, mais c'est tout, selon les modèles, on en a 32, puis on en a 9 qui sont à distance pour les DEC. Donc, je te donne la parole, Isabelle, pour la... Donc, justement, pour faire le topo de ce que Danica vient d'expliquer, vous voyez le nombre de programmes qu'on a. Il a fallu mettre des mesures d'accompagnement là, pour nos ressources enseignantes, ce qu'on a fait au fil du temps. Je serais curieuse de voir dans le clavardage, il y a des gens qui peuvent nous dire s'ils proviennent plutôt du réseau collégial ou des commissions scolaires ou tout ça. Vous donnerez un petit peu une idée aussi des mesures qui sont mises en place dans les cégeps parce que je sais qu'il y a des mesures des fois qui sont plus, sans dire difficiles, mais différentes qu'on a le droit d'appliquer, que ce soit au niveau des commissions scolaires versus les cégeps. Mais je vous dirais que nous, ce qu'on a travaillé beaucoup, c'est vraiment les mesures d'accompagnement technopédagogique là, pour les enseignants. Quand on parle de comité de pilotage institutionnel, c'était souvent des gens de la direction, avec des gens des services de la direction des études, des directions campus, des conseillers pédagogiques qu'on a mis en place là, à travers les années.
La libération enseignante octroyée pour le calcul de la tâche, là, je vais faire un petit bref historique syndical. Là. Donc, dans le fond, au niveau des conventions collectives, c'est depuis tout récemment, c'est-à-dire de la dernière convention collective, qu'on reconnaît une libération pour les enseignants. Je parle toujours des enseignants collégiales, mais qu'on reconnaît une libération sur le calcul de la charge d'enseignement. Au cégep, je vous dirais que ça fait depuis plusieurs années, donc depuis 2007-2008, là, qu'on avait commencé à donner de la libération aux enseignants où on reconnaissait une charge de travail sans dire excédentaire, mais la préparation pour la formation à distance, l'apprentissage des outils technologiques. Donc, et je vous dirais pourquoi on est rendu là maintenant dans les conventions collectives à octroyer 20% de la charge additionnelle. Là, c'est peut-être très technique ce que je vous dis, mais c'est vraiment un historique. J'ai l'impression que les gens de nos exécutifs syndicaux au cégep ont défendu la cause. Donc, c'est maintenant reconnu dans les conventions collectives, cette libération-là. De notre côté, on reconnaît aussi un temps de travail supplémentaire pour les coordonnateurs des programmes quand ils sont en phase. Donc, souvent, le fait d'avoir des gens sur l'ensemble du territoire, on n'en a pas parlé, là. Dans le cas, vous avez fait le portrait beaucoup des étudiants. On parle toujours d'un site émetteur avec les étudiants qui sont à distance, mais je dirais que le recrutement, la difficulté de clientèle au niveau des enseignants, on a maintenant aussi des enseignants sur le territoire qui enseignent. Donc, pour les coordonnateurs, on n'a pas toujours tous les enseignants dans le même site. Donc, il y en a à distance. Il y en a, par exemple, si je prends le programme de soins infirmiers, il y a des étudiants, des enseignants au niveau du campus de Gaspé, il y en a au niveau du campus de Carleton. Et technique juridique, un tel bel exemple. Donc, il y a des enseignants au campus de Carleton, mais on a des enseignants aussi qui sont, pour eux, en télétravail, si on peut dire, pour donner leur cours. Et une réflexion qu'on a faite aussi, c'est au niveau des services informatiques. On a maintenant, depuis plusieurs années, là, c'est vraiment une équipe dédiée. Donc, on a vraiment des techniciens en informatique dédiés à la formation à distance. Donc, pour tout ce qui est la veille, les outils, l'implantation, le support aux enseignants. Comment c'est organisé? Oui, c'est un cégep, 4 campus, mais ça fait longtemps qu'on a pris l'orientation que c'était une gestion institutionnelle, la formation à distance. Donc, à l'époque, ça relevait, je veux dire, dans mes anciennes fonctions, là, j'étais directrice dans un campus, mais j'avais quand même le mandat institutionnel de gérer la formation à distance. Maintenant, on se partage la tâche un peu, moi et Danka, tant du côté des FI que la direction des études. Mais on voulait s'assurer d'une uniformité au cégep. Donc, on voulait pas qu'un campus ait des équipements différents ou ait des ressources différentes que tu sois d'un campus à l'autre. Donc, c'est vraiment une gestion institutionnelle qu'on a fait. C'est ce qui m'apporte à faire du pouce sur le budget qu'on a déposé au cégep de la Gaspésie-des-Îles. Donc, maintenant, le budget des services informatiques, des ressources informatiques, le budget d'acquisition des équipements dans les salles est recoupé. Donc, tous les salles ont le même équipement, qu'il soit dans n'importe quel des campus. Donc, tous les enseignants ont l'accès au même matériel informatique. C'est ce qui a permis quand même une uniformité, mais je vous dirais, si je fais du pouce un petit peu, pas sur la gestion institutionnelle des budgets, mais aussi sur la reconnaissance au niveau du ministère, sur le financement des équipements informatiques, il y a eu vraiment une décision institutionnelle de prioriser la FAB. Parce que vous comprendrez qu'au début, quand on était dans l'implantation, c'était pas reconnu là, dans nos normes budgétaires de financer des équipements pour mise en place d'une salle de téléenseignement. Donc, ça a été des décisions institutionnelles de prioriser ce déploiement-là, j'oserais dire au détriment de certains autres outils technologiques ou d'autres choses qu'on n'a pas développées, d'équipements dans un programme ou institut, parce qu'on a priorisé de mettre des équipements dans des salles de téléenseignement. Puis pour les plus vieux, c'était pas du tout les mêmes coûts de salle. Là. Donc les premières salles Polycom qu'on développait, on était de l'ordre de 67 000 presque d'équipements dans une salle. On n'est pas du tout non plus actuellement dans le même ordre de grandeur, mais il y a eu un impact budgétaire, ce que je veux dire aussi pour le cégep, qu'on a priorisé le déploiement des salles. Un portrait de salle quand même important parce que vous voyez, tous les campus sont émetteurs de certains programmes de formation.
Donc, grosso modo, là, on a autour d'une trentaine, quarantaine de salles. On a des salles dans les centres hospitaliers. Duncan parlait, on donne soins infirmiers, mais les stages ou des activités dans le programme de soins infirmiers se réalisent dans les hôpitaux. Donc, on a des salles de téléenseignement à l'hôpital de Maria, on a une salle de téléenseignement aussi ici à l'hôpital de Chandler. Donc, c'est un déploiement de salles quand même important, une uniformité. Et je le disais tantôt, on a reconnu au niveau des enseignants une libération supplémentaire sur le calcul de la tâche habituelle et pour la coordination aussi, je dirais qu'on reconnaît une libération aussi pour le coordonnateur des départements qui ont des programmes en formation à distance. Merci Isabelle. Je vais prendre le relais pour quelques thèmes qui viennent. Notre particularité aussi, là, ce qui est important pour nous, c'est que les services aux étudiants puis la réussite de nos étudiants et étudiantes à distance, c'est pas être aussi importante ou ils font partie de nos étudiants, point. Donc, tous les services qu'on offre à nos étudiants et étudiantes qui sont dans les campus sont offerts, surtout en termes de services aux étudiants purs et de réussite, sont offerts à nos étudiants à distance. Que ce soit, on a des aides pédagogiques individuelles, les API dédiés aux programmes à distance et aux étudiants à distance. Pour ceux qui sont avec Cégep virtuel, on a nos centres d'aide qui sont offerts à distance. On a notre réflexion, c'est pas on y pense après, maintenant on y pense pendant. Donc tout ça vient, on peut absolument dire à nos étudiants, tu y as droit, tu y as accès, Après ça, des fois, on va l'offrir différemment, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on l'offre. Les ressources professionnelles, c'est la même chose. On a des CP qui ont un côté plus techno-pédagogique, mais l'ensemble de l'équipe de conseillères pédagogiques, j'ai une équipe de filles plus ça, donc sont capables d'accompagner des programmes en formation à distance, des enseignants en formation à distance, des aides pédagogiques individuelles. On est dans la même chose. Il n'y a pas de différence. Nos étudiants à distance sont nos étudiants à distance. Ensuite de ça, mais tout autour, on a toujours une sensibilité aux données de réussite de nos étudiants à distance. On a une sensibilité autour de la persévérance, les transitions interordres, le portrait, on essaie de bien connaître qui ils sont, nos étudiants et étudiantes à distance, pour leur offrir les bonnes ressources. Et nous, on est quand même un petit moyen cégep. On a une psychologue pour l'ensemble du cégep. La psychologue est plus au service des autres professionnels et non pas, elle n'offre pas, mais elle est basée dans un des campus. Fait que c'est ce qu'on est. Les ressources professionnelles, on a une façon de travailler d'une manière institutionnelle pour que ça aide là par campus du point de vue de l'étudiant. Parce que l'étudiant, lui, on le sait, il est dans un cours, dans un campus, dans un programme, il ne veut pas le savoir, tout ça, là. On s'organise pour que l'étudiant ait accès à tout sans qu'il ait à connaître la complexité que ça prend et les efforts pour qu'il y ait droit. Isabelle parlait des techniciens en informatique. On a des techniciens dans les campus, bien entendu, des techniciens de campus qui font, mais on a des techniciens dédiés à la formation à distance. Puis c'est ce qui m'amène à, quand on met tout ce beau monde-là ensemble, on a ce qu'on appelle l'équipe FAD. Isabelle puis moi, là, aujourd'hui, on est ensemble à vous faire une présentation, mais Isabelle puis moi, depuis 5 ans ou à peu près, une fois par semaine, on est ensemble le mercredi pour se parler avec nos équipes CP, nos équipes de techniciens qui sont en formation à distance parce qu'on a rencontré toutes nos équipes. Donc, l'équipe FAD, c'est la force de frappe d'avoir à la fois la direction des ressources informationnelles et la direction des études, les techniciens, les CP. Et quand on parle après ça de toutes les équipes qui gravitent autour de nous, c'est pas on a essayé, puis je pense qu'on réussit bien à éclater, en tout cas pour ce qui est de la formation à distance, à éclater les silos qui peuvent exister. On est on a très bien fait la différence, comme qui répond à quoi entre un CP et entre un technicien. Puis, c'est de travailler ensemble. Puis, on va vous parler ensuite dans les prochaines diapositives de ce qu'on fait avec nos enseignants, parce que c'est là, voici toute l'enveloppe, le contenant de ce qu'on a, mais on va parler un peu de ce qu'on fait avec nos enseignants, puis on va terminer aussi avec ce qu'on fait avec nos étudiants.
Effectivement, Donc, là, ouais, c'est ça. Concrètement, là, je dirais, dans le cas et moi, on vous parle un peu de toutes les mesures qu'on a mis en place, mais un constat qu'on avait fait, surtout à l'automne 2022, on avait beaucoup d'enseignants qui étaient en formation à distance depuis un certain temps, des nouveaux. Donc, je vous apprends rien pour vous dire qu'il y a quand même des nouveaux. On a fait de l'embauche à toutes les sessions, des gens qui avaient jamais enseigné en formation à distance. Donc, à l'automne 22, le constat qu'on a fait tant du niveau technique que pédagogique, c'était de mettre un processus de formation à distance sur autant synchrone qu'asynchrone, différentes des semaines. Donc, c'était un petit peu notre calendrier de l'avant de formation qu'on avait mis en place. Ça a été beaucoup au travail de l'équipe de Danca. Donc, les gens pouvaient s'inscrire. Vous voyez la multitude de formations qui étaient offertes. C'était vraiment l'équipe pédagogique en arrière de ça. Puis, dans le cas, je ne pas pour m'interrompre et expliquer un petit peu ce qui était là-dedans. Mais vous voyez qu'il y avait des formations synchrones et des formations qui étaient, comme je le disais, un peu asynchrones ou personnalisées. Vous voyez qu'on n'a pas triché, là, on a même gardé celle qui a été annulée. Tu sais, là, c'est comme, donc, c'est vraiment ce qu'on leur avait offert à l'époque. C'est ça. Donc, on a offert ça à nos enseignants. Ensuite de ça, on parlait de l'équipe FAD, donc composée de membres de mon équipe, membres de l'équipe d'Isabelle. Isabelle et moi, on y met notre temps et notre... on n'est pas juste à gérer une équipe, on est vraiment dans le impliqué. Donc, la communauté de pratique en FAD, ce qu'on a fait, les enseignants, ils viennent avec des intérêts et des besoins complètement différents. Ce qu'on fait, c'est que 3 fois par session, nous rencontrons chacun des programmes en FAD avec l'équipe dont je viens de vous parler, CP, technicien Isabelle, moi. On a des rencontres à l'horaire avec les équipes. On essaie que ce soit au programme, là, donc au-delà des départements porteurs, des disciplines et du programme lui-même. Mais tout ça, je gère à partir d'une communauté de pratique Teams. Vous voyez ici, ça non plus, on l'a pas fait exprès, mais on avait Gino qui a fait un rappel à l'ensemble des enseignants que c'était la semaine de la FAD cette semaine. On leur rappelle là, différentes qu'on a une brigade numérique et tout ça. Puis, un enseignant qui a une demande, tu sais, il y a plusieurs, c'est comme si l'enseignant en formation à distance, on est conscient que, tu sais, son 911, c'est vraiment, il y a un besoin, il y a quelque chose qui fonctionne pas et il faut qu'il y ait une réponse rapide parce que c'est pas juste son crayon qui fonctionne pas, c'est quand s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben, fait que l'enseignant peut faire une demande de service, puis là, mais ça rentre dans un planner là, qui vient directement aux membres de l'équipe FAD. Donc, c'est la façon dont on a travaillé avec nos enseignants, là, comme rapidement, là, c'est Isabelle, je t'invite à compléter. Non, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que le constat qu'on avait fait au fil du temps, parce que ça a évolué, là, le soutien technologique qu'on a mis aux équipes FAD, mais souvent on se disait, l'enseignant il est dans sa classe, il y a un problème, il peut pas nécessairement attendre que ça soit résolu ou attendre la prochaine rencontre de l'équipe FAD ou aller voir le technicien un peu de temps après. Souvent, le besoin il est dans un délai de court terme. Donc, le formulaire Forms que vous avez vu, c'est quand même c'est 4 questions. C'est ton programme, ton nom, c'est quoi ton besoin, c'est quoi la date que tu souhaites que ça soit résolu ou tu as un besoin très précis. Et ça a permis, puis l'avantage qu'on voit, c'est que vous voyez que les demandes sont dans un canal général. Donc, tous les enseignants qui sont en FAD ont accès à ce canal-là, voient les demandes de services, puis à côté, ça se place dans un planner où ils voient aussi les autres demandes des autres enseignants. Donc, je pense que des fois, ça peut leur dire, OK, il y a un même enseignant que moi qui avait le même besoin, on lui a répondu comment, donc ils sont capables d'aller le voir. Mais je trouve que ça apporte une certaine proximité et un suivi rapide aux enseignants. Dans l'autre canal qu'on voit, discussion et partage, qui, là, on essaie un peu de le mousser, mais vous voyez, souvent, c'est des expériences que les enseignants ont vécues qui viennent partager, des choses qui ont une question. Vous voyez, là, ils me posent une question là, sur le support, ils ont vu à quelque part, qu'ils voudraient l'avoir. Donc, des fois, c'est un canal pour faire des demandes, c'est un canal pour un peu partager leur expérience. Puis,
Nous, à l'intérieur de l'équipe, on a notre canal qu'on appelle encadrement et accompagnement où sont là tous nos suivis, nos rencontres, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, je dirais, une gestion institutionnelle d'affaires. Je le disais, là, les membres, c'est tous les enseignants qui sont en formation à distance au niveau du cégep. Puis l'équipe d'organisation, ben, c'est tant les techniciens dans mon équipe, les conseillers pédagogiques dans l'équipe de NANCA. Puis, les 3 rencontres, ben, on est là par les 2 équipes, puis on a des ordres du jour collaboratifs. Donc, les gens des équipes sont apportés à mettre leurs points qu'ils veulent traiter à l'ordre du jour. On a des points d'office de suivi qu'on traite, mais on a aussi, je dirais, dans les dernières années, on a quand même évolué. Des fois, c'est des sujets qui veulent qu'on appelle les nouveautés dans Zoom, des choses dans Teams, c'est des fois des choses qu'on leur apporte en termes de mini-formation, j'oserais dire, ou des besoins des fois qui sont très plus généralisés, dans un campus où ils ont des demandes, ben là, on revient avec l'information. Fait que ça, c'est vraiment la partie, je voudrais dire, support toute à l'équipe là, pédagogique. Puis aussi, ben là, je te laisserai dans le cas, c'est plus la partie aussi support aux étudiants. Mais tu sais, à travers tout ça, on a parlé beaucoup de l'équipe, le support aux enseignants, mais tu sais, on le sait, par support aux enseignants, notre vision, c'est un enseignant bien accompagné, un enseignant bien formé, un enseignant qui est à l'aise dans ses méthodes pédagogiques et dans les cours qu'il donne, mais ça fait des enseignants, des étudiants et des étudiantes bien accompagnés, bien, tu sais, là, donc ce qui se passe en classe, c'est important. Puis tout ce qui se passe autour de la classe aussi en service aux étudiants et à la réussite, c'est important pour nous. Puis depuis 2 ans, ce qu'on utilise, c'est qu'on a créé une zone étudiante qui, tu sais, c'est la vitrine utile de l'admission jusqu'au diplôme. Là, présentement, on a certains, on est comme tous les cégeps du Québec et les universités, on est dans la période avant le 1er mars en admission. Donc, il y a plein d'informations qui sont sur notre zone étudiante. Puis ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a aussi, tu sais, quand on dit en formation à distance, ça fait partie de ce qu'on fait et comment on le fait, peu importe, mais regardez, c'est la zone destinée à l'ensemble des étudiants et étudiantes du cégep. On a tout ce qu'on a, comment avoir accès à Omnivox, Mio, Léa, la plateforme Microsoft, le matériel informatique par programme. Puis là, lui est en formation à distance, mais c'est directement sur la zone. Donc, ça nous permet d'avoir des outils directement reliés à eux. Cette année, on a certains de nos programmes. Nous, on fait des périodes de soutien à la réussite pour nos étudiants et les étudiantes. C'était une période étudiant de première année placée à l'horaire. Mais on avait eu une demande de la part de certains programmes qui sont en formation à distance. On a fait une période de soutien à la réussite directement dédiée aux étudiants dans nos programmes de formation à distance qu'on a offert avant le début des cours. Fait que ça a permis aux étudiants d'apprendre à se connecter, de se connecter, les espèces de netiquettes. On travaille beaucoup avec nos enseignants que les règles d'évaluation tiennent compte de l'affaire, de se doter d'une étiquette. Nous, on est un cégep caméra ouverte. Ça fait partie de ce qu'on est. Mais après ça, on accompagne nos enseignants pour qu'ils puissent gérer leur classe correctement parce qu'on trouve qu'un étudiant en formation à distance dans un programme synchrone, mais l'expérience qui se rapproche le plus d'une expérience de formation en présence, c'est avec des caméras ouvertes. Fait qu'on accompagne beaucoup nos enseignants, mais tout ça, on le fait pour que l'expérience de nos étudiants soit la plus agréable possible, puis mettre des conditions propices à leur réussite. L'autre chose autour de la zone, quand je parlais de l'accompagnement aux apprentissages, ici, sur la zone étudiante, tout ce qu'on a, puis là, je pourrais en cliquer, services adaptés. Tout le monde connaît dans les cégeps les services adaptés, mais nous, les services adaptés sont évidemment disponibles direct aussi à nos étudiants à distance. Puis là, les mesures offertes, on va regarder, on a certaines de nos... Est-ce que j'y ai droit? Oui, j'y ai droit. Puis là, si on clique dans chacun, on va avoir droit... L'étudiant qui est en formation à distance, il va avoir droit, les accommodements vont être différents mais il va être traité au même titre qu'un étudiant qui est en présence dans un de nos programmes. Toute notre conseillère et nos techniciennes au service adapté, ils sont habitués à ça. Ça fait partie de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Donc,
on en arrive un peu vers la fin de notre présentation. Nous, c'est écrit dans la planification stratégique du Cégep 23-28 qu'on veut demeurer un chef de file en phare. Puis c'est probablement un des objectifs, il est dans une de nos grandes orientations, c'est un objectif de l'orientation qui est autour d'avoir des programmes attrayants où est-ce que nos étudiants réussissent. Puis, demeurer un chef de file en formation à distance, notre indicateur n'est pas d'avoir le cégep avec le plus de salles bien équipées, puis d'avoir le meilleur. On n'est pas de ce côté-là. Notre indicateur est autour de la réussite puis de la persévérance de nos étudiantes et de nos étudiants dans nos programmes en formation à distance. Donc, c'est ça qu'on essaie de suivre parce que pour nous, être un chef de file en formation à distance, c'est pas juste être bon puis de donner des beaux cours puis avoir de l'équipement puis le genre. C'est sûr que ça nous fait plaisir quand quelqu'un rentre dans une de nos salles de classe puis fait comme wow! Ça nous fait encore plus plaisir, quelque chose qu'on voit moins, mais que nos étudiants, qu'on a permis à des étudiants qui n'auraient peut-être pas eu accès à l'enseignement supérieur de réussir, de s'épanouir, puis de diplômer ces étudiants-là, c'est ça qui est la vraie paye, de tout faire, tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Donc, l'indicateur est autour de ça. Là, ce qu'on suit plus, puis là, on va s'adapter. La première fois qu'on le suivait d'une manière plus particulière, on suit ceux qui sont là le 20 août et qui sont toujours là le 20 février, là, aux deux dates de recensement. Donc, c'est à suivre. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants où est-ce que le projet est peut-être moins réfléchi, ils s'inscrivent, puis ils sont pas, même pas avec nous jusqu'au 20 août. Donc, on essaie de voir comment on peut toujours mieux préparer les étudiants parce que c'est quand même, c'est des programmes temps plein, c'est des programmes qui nécessitent un investissement en temps. Donc, la plupart de nos programmes ont du synchrone, donc ils sont en synchrone, donc qui nécessitent d'avoir le temps et pour l'étudiant ou l'étudiante d'être là. Donc, puis tout ça, les moyens, c'est consolidation et maintien des programmes en cours, continuer d'offrir les programmes qu'on offre. On actualise toujours nos mesures d'accompagnement, que ce soit pour les enseignants, les enseignantes, les étudiants et les étudiantes. Toutes les fois qu'on fait une analyse, qu'on auto-évalue un programme, on regarde si la formation à distance pourrait être une option, au même titre qu'on regarde si est-ce qu'on va faire de l'apprentissage en milieu de travail et qu'on va l'offrir, toutes les autres, c'est mon équipe aussi qui fait l'auto-évaluation puis la révision des programmes. Puis, surtout pour ce qui est de la formation continue, mais toutes les opportunités selon le marché du travail puis les demandes du milieu. La formation à distance, on parlait de maintenance d'éoliennes tout à l'heure, on parlait de l'actualisation en soins infirmiers pour les étudiantes et étudiants étrangers. On a de quoi là qui nous permet de rejoindre l'ensemble du territoire québécois, tout en étant très ancré sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là qu'on essaie de faire à travers tout ce qu'on fait. Isabelle? Je voudrais dire qu'effectivement, ta conclusion était bien dans le cas et tout ça, mais je pourrais dire qu'à la base aussi, c'est aussi un choix institutionnel. Tu sais, je le disais tantôt, moi, j'occupe des fonctions de DRI, j'occupe aussi des fonctions de finance, mais j'ai des tâches, j'ai un métier, j'ai un attachement profond au développement de la formation à distance. Dans le cas, c'est de son côté aussi. Donc, puis on a beaucoup de ressources dédiées au support de la formation à distance. Puis, tu sais, maintenant, on disait, avant, on avait des ressources peut-être des CP, là, maintenant, dans l'équipe de Duncan, c'est tous les CP qui font du support aussi aux enseignants en formation à distance. C'est devenu notre quotidien, je vous dirais, pour nous. Il n'y a pas formation régulière et formation à distance, là, malgré qu'il y a l'équipe de support, mais je vous dirais que c'est bien ancré au niveau des mesures, au niveau du cégep. Et comme Duncan disait, ça fait partie de notre planification stratégique. Donc, je me dis, même au CA, à la direction générale, c'est quelque chose qui est connu et qui est appuyé. Donc, c'est ça. Je me dis, c'était un peu pour ça qu'après 25 ans, on en fait toujours, parce que c'était pas un projet de une année. Donc, je pense que c'était un projet pour nous de continuité et d'accessibilité de formation pour les étudiants de la région.
Nous, ça On en faisait un avait- petit peu le tour. Mm. Je ne sais pas si vous aviez des questions précises, si vous aviez des choses qui n'étaient pas claires dans notre présentation. Je n'hésite pas, on est là pour répondre à tout. On est là depuis longtemps au Cégep, moi et Edgar, donc Ça fait longtemps. On se rappelle de petits degrés, nous autres, c'est la ça, question du ouais, début. c'est ça. Oui, Marie-Hélène Fournier qui est connectée, qui est Ah, là, probablement Marie-Hélène était là, ouais, c'est ça. une des premières enseignantes en formation à distance. Maintenant, à CP qui s'occupe de la réussite. Donc, vous voyez, on fait des chemins. Cathy, est-ce qu'on a des questions? Alors, dans le clavardage, pour le moment, j'en ai une, en fait, qui est indiquée. Dans le clavardage, j'en vois pas, mais je réinvite, je refais la même proposition que celle que vous avez faite, si vous avez envie dans le clavardage ou de lever la main, tout simplement, et on va ouvrir vos micros. Là, ça va être avec grand plaisir si vous vouliez aller plus loin. La question que j'ai à vous poser porte sur la communauté de pratique. On demande si elle est bien active. Est-ce que vous pensez que la taille d'une équipe de COP peut jouer sur l'efficacité de cette structure-là? Comment ça fonctionne plus précisément chez vous? Peut-être que si on la recommençait maintenant, on l'appellerait peut-être pas communauté de pratique, parce qu'au Ah! début, on avait, donc, c'est l'ensemble des enseignants du Cégep de la Gaspésie et des Îles qui sont membres, mais là, il est trop tard pour changer. Ce Teams-là s'appelle comme ça, donc cette équipe-là s'appelle comme ça, on va y garder le nom. Fait que c'est pas nécessairement une communauté de pratique conventionnelle où est-ce que les gens y arrivent avec, mais c'est comme si on prend le sens large d'une communauté de pratique, où est-ce que l'expérience de chacun, les questions de chacun sont répondues. Puis, il y a des fois, là, on se ramasse où est-ce que nous, on est spectateurs dans une rencontre, puis c'est là que c'est le grand, où est-ce qu'un enseignant, parce que comme on les regroupe en programme, mais on a, les enseignants des disciplines principales. On a un exemple la semaine passée. On a la même chose en tête. C'était soins infirmiers. Puis là, on avait, les sociaux, c'est une discipline contributive dans le programme de soins infirmiers. Puis là, on avait vraiment une enseignante. C'était une des premières, son expérience de la FAD était la FAD de pandémie, là, donc on était moins. Fait que là, elle arrivait avec ses questions, ses enjeux, l'expérience qu'elle trouvait encore, puis qu'elle essayait de. Elle était beaucoup plus dans ce qu'elle perdait en faisant de la FAD. Et c'est la prof de soins infirmiers qui enseigne depuis 20 ans en téléenseignement qui a dit écoute, on va se parler. Puis là, elle est arrivée à cette situation-là, tu peux faire ça. Est-ce que tu sais que le Cégep offre tel. Ça, là, on tombe dans ce qu'on souhaite. Isabelle puis moi, on ne peut pas avoir des réponses, les CP, les techniciens, mais quand les enseignants trouvent ces chemins-là, puis que la conversation fait appelle-moi, là, on va se parler, je vais là, genre entre ces deux. Fait que là, d'où le fait, mais c'est pas une communauté de pratique au même sens que 15 personnes, 10 personnes qui, à toutes les semaines, avec une thématique, puis la thématique, c'est la FAD, puis c'est tous nos programmes et tous nos enseignants. Ils sont invités, ils sont pas obligés, puis ils viennent encore. Fait que ils viennent encore après. Fait que C'est que c'est vraiment basé sur le partage de vécu, d'expérience, en fonction du bon vouloir de chacun, de vouloir se sentir appelé peut-être par la situation qui est soulevée. Ouais. Puis je rajouterais peut-être une situation pour expliquer un petit peu le partage. Là, on disait, on fait nos rencontres entre départements ou sites de formation. Mais on a des demandes, par exemple, le programme de technique de comptabilité et gestion qui a changé là, cette année. Mais on a une équipe à Carleton, puis on a une équipe aux îles. Donc, on fait une rencontre d'équipes différentes avec les deux équipes campus. Par contre, une de leurs demandes, c'est de travailler ensemble. Donc, il y a une des rencontres qu'on fait avec les deux équipes pour partager un petit peu les pratiques d'un campus à l'autre. Parce que ça vaut être le même programme. Des fois, c'est des réalités différentes, les étudiants, les difficultés qu'ils vont rencontrer. Donc, à l'intérieur des rencontres d'équipe programme, on peut jumeler des équipes. Comme par exemple, la deuxième rencontre cette année dans les équipes programmes, on va jumeler tous les enseignants en formation à distance pour leur faire vraiment plus un partage vraiment de pratique. J'oserais dire plus un partage de stratégie de formation à distance que plus là une question de discipline. Mais c'est ça. Je dirais, on évolue, on écoute un peu les besoins des enseignants selon les rencontres, puis on s'adapte.
excellent, merci beaucoup. Il y a eu une autre question, entre-temps qui est arrivée dans le clavardage et on vous demande qu'est-ce qui vous amène à déterminer le campus émetteur? Donc on donne l'exemple là de Carleton-sur-Mer qui est le campus émetteur pour, le DEC en technique juridique. Est-ce que vous avez des critères pour déterminer, ça? C'est le campus qui a l'autorisation. C'est Tu sais, incroyable. dans le fond, en fait, les autorisations sont au Cégep de la Gaspésie-des-Îles, mais sont attribuées selon certains. Le DEC, on a eu, tu sais, c'est une autorisation, somme toute, assez récente, technique juridique, là, qui date de peut-être une dizaine d'années, même moins, là, tu sais, de travailler. La première année, on a eu de la difficulté, on l'offrait en présence. On a eu de la difficulté. Tu sais, il y a toujours une décision tu sais, tourisme d'aventure, c'est pas le premier qu'on va mettre en formation à distance parce qu'on a encore beaucoup d'attrait pour ce programme-là, mais je suis sûre qu'on serait capable de trouver une façon de le donner à distance s'il fallait, mais tout ça, c'est que chacun des campus a sa carte de programme aussi, fait que c'est aussi simple que ça. Le soins infirmiers, c'était Gaspé qui l'offrait. Puis des fois, c'est la décision, tu sais, entre autres, le téléenseignement, on aurait pu aussi prendre une décision de dire on l'offre dans les 3 campus ou même à l'école des pêches aussi. Ça aurait peut-être été tu sais, on aurait eu de la difficulté à avoir le nombre d'étudiants requis pour démarrer à chaque fois. Tu sais, fait que ça nous permet d'avoir aussi, tu sais, une équipe enseignante qui se tient puis qui avec des emplois qui tu sais, là, Mais je rajouterais que dans tous les cas, effectivement, c'est la carte de programme qui est attribuée au campus, mais dans tous les cas, c'est pas la direction qui prend la décision de faire un programme en formation à distance. C'est le département qui décide que leur programme, ils veulent le faire en formation à distance. Parce que quand la décision vient d'en haut, ça n'a pas toujours le même résultat. J'oserais dire, puis excusez l'image que ça peut avoir, mais le programme, parce que là, je vois, bon, aussi, il y a les enseignants en aquaculture, mais c'était une volonté du département de travailler le programme pour être capable de l'offrir en formation à distance. Donc là, la direction, tu sais, on appuie les enseignants dans leur démarche, on met les ressources en place. Le bel exemple, c'est, je reviens à dire, le programme de technique de comptabilité et gestion qui est maintenant en administration, mais on a 3 campus qui ont les autorisations de l'offrir. On en a 2 qui sont en formation à distance, puis on en a un qui l'offre toujours en présence, qui n'a pas pris le virage, si je peux dire, formation à distance. Mais c'est pas notre dose, je voudrais, c'est pas notre souhait institutionnel de dire tous les programmes sont offerts en formation à distance. Donc, la décision, pour nous, elle doit partir du département. Pour le toujours. J'aime bien qu'on conclue cette discussion là-dessus. Je trouve que c'est un point essentiel à ne pas oublier. En fait, que la volonté de tout le monde soit là pour y travailler, évidemment. Donc, ça traduit très bien ça. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas de manifestation. Dans ce cas, je vous remercierai, Danka et Isabelle, pour votre intervention de cet après-midi. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup.